Merci infiniment pour cette séquence très passionnante et je pense qu'on peut remercier à la fois les animateurs et les participants. L'un des partis pris de ces assises, c'est l'ouverture, c'est-à-dire de faire participer des gens qui ne font pas partie des gouvernances, en fait, qu'on invite spécialement avec une volonté d'ouverture et de rajeunissement. La table ronde l'illustre assez, je trouve. Et puis, ce deuxième élément qui illustre ce parti pris, c'est des jeunes témoins. Et donc, on a fait le choix de désigner 2 binômes de jeunes témoins qui vont nous faire part de manière très décalée. On leur a demandé de s'autoriser plein de choses, de nous provoquer un petit peu sur ce qu'ils ont retenu de la journée. Et donc, nos jeunes témoins d'aujourd'hui, c'est donc Laure Elkrief, qui est PUPH au CHU de Tours, et Jean-François Médéli, qui est directeur adjoint au CHU de Nantes. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Rassurez-vous, on n'a pas du tout prévu de faire long et on nous a demandé d'être très synthétique. En fait, cette journée, première journée, elle a été vraiment riche et on a eu la chance d'assister à 3 sessions passionnantes. La première concernait les ruptures médicales et scientifiques avec notamment 2 interventions. La première qui nous parlait de santé environnementale et la deuxième d'une approche multimodale en transplantation rénale avec 2 orateurs inspirants. Et en fait, ces 2 illustrations nous ont montré qu'il fallait combiner les données de santé, les big data, les omics, les bases de données, l'intelligence artificielle évidemment, et que grâce à ça, eh bien, on était très innovant et qu'on pouvait améliorer la santé des populations. On a quand même compris que c'était un investissement majeur et qu'il fallait être ambitieux et il ne fallait pas vraiment se restreindre et il fallait avoir une volonté de porter des projets ambitieux pour avoir un impact important. Et j'ai beaucoup aimé l'illustration sur le modèle finlandais qui montrait que lorsque on a des projets ambitieux et impactants, eh bien, finalement c'est coût efficace. Donc il faut quand même qu'on se rappelle toujours que quand on améliore l'état de santé de la population, eh bien, c'est un modèle médico-économique qui est favorable. Alors, l'après-midi, on nous a parlé des ruptures démographiques. Alors la première, on a bien compris qu'on vivait plus longtemps, mais qu'on n'était pas toujours en bonne santé, et donc il ne fallait pas forcément toujours se réjouir de cet allongement de l'espérance de vie, et également qu'il y avait de nombreuses disparités, voire même d'inégalités en termes de vieillissement en bonne santé, concernant notamment des disparités entre les hommes et les femmes, ou en fonction de la profession ou du niveau social. Ensuite, on nous a parlé de l'évolution de la démographie, notamment concernant les étudiants en médecine, avec une augmentation du nombre d'étudiants. Et même si on n'est pas moins mauvais que nos voisins européens, eh bien, on continue de former moins de médecins que nécessaire, malgré les numerus apertus dont on a longuement discuté. Et puis, malgré tout ça, eh bien, on garde des disparités, voire même des inégalités d'accès aux soins sur le territoire. Et en fait, on a beaucoup fait le constat des inégalités avec encore pas beaucoup de réponses à apporter, notamment concernant les déserts médicaux. Donc la troisième partie, ça s'appelait Relations au travail métamorphosé. Donc moi, je fais partie de la génération X et on a très bien compris, et je crois qu'on est tous d'accord avec le fait que les plus jeunes ont les valeurs qui nous sont chères, le soin, la recherche, une grande motivation à l'hôpital, et qu'il est nécessaire de se comprendre pour travailler ensemble.
on a compris que les jeunes veulent des responsabilités et je me suis quand même demandé si on était vraiment prêt à leur en donner, comme on l'a dit pendant 7h30. Et je me suis quand même dit qu'on les critique beaucoup, mais on aimerait bien avoir leur âge. Et donc, en résumé, déjà, je trouve que ce congrès est très intéressant parce que on est professionnels de santé, mais on est également des citoyens, des parents, et donc ça nous interpelle à plusieurs niveaux. Qu'il y a clairement une augmentation des besoins en santé, des déserts médicaux, mais là, en tant que médecin et puis peut-être bientôt malade, eh bien, je pense que malgré ces besoins et la pression de la société, il faut absolument pas qu'on renonce à la qualité en termes de qualité des soins qu'on veut apporter à notre population et aussi à la formation des étudiants. C'est quelque chose dont on discute beaucoup lorsqu'on envisage d'envoyer les étudiants dans des déserts médicaux. La recherche, c'est clairement un investissement et donc là encore, nous, on y est très attachés. C'est ce qui va à la fin améliorer la santé de la population. C'est peut-être ça qui permettra d'être coût efficace et c'est vraiment le moteur de l'attractivité des CHU. Donc il faut conserver de la place pour la recherche, notamment pour les jeunes. Et puis l'attractivité, c'est un enjeu et moi je me dis toujours que quand même si on veut être attractif, il faut donner une bonne image de nous et donc peut-être qu'il faudrait qu'on arrête de râler et qu'on dise à quel point on est content d'être là. Je pense qu'on en est tous au fond quand même convaincus. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. C'est vrai qu'en venant ici, moi, je me suis préparé à faire un travail d'anticipation, à me projeter dans l'avenir. 2040, on disait que c'est demain. 2040, moi, j'aurai 57 ans et ma fille aînée en aura 24. Et quand on fait cet exercice individuel de se projeter, ça nous remet en perspective. Au cours de notre participation, il y a des constats qui nous ont marqués, qui ont marqué Laure, qui m'ont marqué moi. Moi, le premier, c'est la somme incroyable de connaissances, d'expériences et de savoir que l'on a. Que ce soit les enquêtes, les audits, par pays, par population, par génération, que ce soit les retours d'expérience concédés sur plusieurs années, comme en Finlande, que ce soit des dispositifs avant-gardistes, comme on l'a vu sur la transplantation, on a une masse vertigineuse d'informations pour pouvoir nous projeter. Deuxième sujet, c'est une prise de conscience, c'est aussi peut-être une prise en compte, à la fois de ces éléments, c'est l'âme de fond, ces méga-trends, le vieillissement de la population, l'IA, et en même temps des signaux faibles. Toute la table ronde tout à l'heure autour de la relation du travail, c'est ça, c'est s'interroger sur pourquoi le camarade qui était dans mon bureau l'a quitté. Est-ce que c'est quelque chose qui est conjoncturel, structurel? Comment moi ça m'interpelle? Et ce mélange entre ces tendances de fond et les signaux faibles, c'est un élément important dans le diagnostic. Et puis, le troisième constat, c'est l'importance de l'argent. Et dans un contexte où l'argent n'est pas illimité, la question des choix et des priorités. Alors du coup, la question qui se pose, c'est comment, quand on a cette somme d'informations, on projette vraiment un avenir collectif et une vision collective. Je crois même avoir entendu parler de contrat social, ça m'a fait plaisir, ça m'a rappelé mes études de sciences politiques. Et au fur et à mesure de la journée, je me suis dit que je n'avais pas la réponse à ça. En revanche, il y a une discipline ancienne dont le rôle, la vocation, c'est d'essayer d'anticiper l'avenir, c'est la science-fiction. La science-fiction, c'est parfois un peu plus sérieux qu'on le croit. Je ne sais pas si vous avez vu le film Contagion. Pour rappel, c'est quelqu'un qui revient d'un voyage d'affaires en Chine, à Hong Kong, et puis elle meurt de manière brutale à son retour d'un virus, d'une grippe inconnue. Ça s'emballe, l'épidémie se propage, les laboratoires pharmaceutiques se précipitent pour qui va être le premier à créer le vaccin. Les services de santé américains sont débordés, essayent de trouver le patient zéro, et à la fin, dans l'épilogue, on se rend compte que la cause du patient zéro, c'est la manipulation d'un cochon contaminé sur un marché en Chine. C'est 2011, ce film. Moi, j'ai eu la chance de le voir après, le Covid, pas avant, mais j'ai été saisi quand je l'ai vu. Le deuxième film, vous le connaissez aussi, peut-être, certainement, c'est Bienvenue à Gattaca.
C'est l'histoire de Vincent qui rêve d'être astronaute, de rejoindre la NASA Gattaca, mais dont le potentiel génétique lui interdit toute forme de candidature à ce poste-là. Et en dépit de cette prédisposition génétique, il va tout faire, y compris usurper l'identité de quelqu'un d'autre, pour pouvoir arriver à son rêve. Et la science-fiction, en fait, elle a deux intérêts, je trouve. La première, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul avenir possible, il y en a plusieurs. Est-ce que vraiment demain, il n'y a qu'un seul 2040 ? Et dans le travail de science-fiction, on explore des scénarios, on en explore plusieurs, parce qu'il n'y en a aucun qui sera vraiment celui qui va se réaliser. Et je pense qu'on a intérêt à se préparer à plusieurs scénarios. Le deuxième, et je trouve que Gattaca, c'est un bon exemple, c'est que c'est une fiction, mais la fiction, elle vient toucher à l'humain. Et elle vient voir ce que les phénomènes viennent produire dans les trajectoires individuelles. De qu'est-ce que ça produit, le déterminisme génétique, dans les choix, dans les désirs des uns et des autres, dans leur volonté, dans leur engagement. Et puis la science-fiction, c'est pas moi qui ai eu l'idée, il y en a d'autres qui l'ont eu avant moi, dont des gens très sérieux. C'est pas une blague, hein, cette planche. Je ne sais pas si certains le savent dans la salle, mais l'état-major français a décidé en 2019 de lancer une mission qu'ils ont appelée Red Team. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis en place un comité avec des experts militaires, des chercheurs et des auteurs de science-fiction. Et ensemble, sur la base de toute l'information qu'ils avaient, de toute leur expertise et de cette folie que pouvait apporter l'imaginaire, ils ont imaginé des scénarios pour voir quelles étaient les causes de conflits qu'ils n'avaient pas imaginées et qui pourraient se produire, ou si on allait au bout d'un scénario, qu'est-ce que nous, nos organisations, est-ce qu'on a prévu, quand on le met à l'épreuve, ce que ça produit. Et je trouve que l'exemple, il est intéressant. Je ne sais pas s'il faut le conduire à notre niveau, dans notre démarche qui est d'anticiper un avenir et son domaine sur la santé. Par contre, si certains pensent que c'est farfelu, j'ai envie de dire à plusieurs personnes autour de la salle qu'en fait, vous l'avez déjà fait. En 2008, je ne sais pas si vous... Enfin, moi, je n'étais pas là. J'étais né quand même. Je n'étais pas là. Mais la commission des CHU, pour les 50 ans des CHU, a missionné des auteurs et des autrices pour imaginer l'hôpital du futur et le faire à l'occasion de Nouvelles pour enfants. Eh bien, pourquoi pas renouveler, alors je ne sais pas le combienième anniversaire des CHU nous sommes aujourd'hui, mais pourquoi pas essayer de renouveler cette expérience dans une démarche mais professionnelle et anticipée, avec peut-être de la science-fiction ou d'autres intentions, sur ce que sera la santé et notre monde en 2040. Merci à vous. Merci infiniment. Écoutez, je crois qu'on a passé une journée assez passionnante. Donc on va rejoindre le lieu du cocktail et je crois que les bus sont prévus autour de 19h, donc on a 20 minutes pour se détendre un petit peu, récupérer nos affaires et puis cheminer. On va vers un lieu où l'école du design, un peu sur le prolongement de ce que disait Jean-François, a fait travailler des étudiants qui sont exclusivement des étudiants étrangers, premièrement, et qui, deuxièmement, ne connaissaient rien à la santé. Et ils ont essayé de travailler, vous verrez les projections, sur ce modèle hospitalo-universitaire en 2040 et vous pourrez découvrir ce qu'ils imaginent. Merci à vous.